très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de Néo-Québec. Une émission spéciale parce que nous la faisons dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu le 17 mai. Le 17 mai, pourquoi? J'ai fait quelques petits devoirs. C'est le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a décidé de retirer l'homosexualité des maladies mentales. J'ai bien dit 1990, donc vous comprenez que c'était à peine hier. La journée internationale contre la transphobie et l'homophobie, ou contre l'homophobie et la transphobie, peu importe l'ordre, est née à Montréal, a été créée à Montréal en 2003. D'abord journée nationale, puis 3 ans après est devenue internationale contre l'homophobie. C'est seulement depuis 2014 qu'on a créé, on y a ajouté la transphobie. Donc aujourd'hui, nous avons voulu parler justement de cette transphobie, de cette homophobie, mais en mettant le focus sur la communauté afro ici à Montréal. Et j'ai avec moi trois figures importantes d'ailleurs, et que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est ma joie, ma fierté, parce que oui, l'objectif est de sensibiliser, l'objectif est d'informer, l'objectif est d'éduquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chaque invité autour de moi de se présenter. Je vais commencer par ma droite. Hein, voilà, le rire, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les caméras, mais que les caméras adorent. Alors je te laisse te présenter. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Mon nom, c'est Alicia Kazobinka. Donc voilà, j'habite ici à Montréal depuis quelques années, conférencière, activiste, militante. Puis voilà, donc c'est tout un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Très content que tu sois là. Ça fait un moment qu'on devait se parler. Je me tourne vers ma gauche. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Donc moi c'est Esther Léa Ledoux. Je suis afro-caribéenne. Pour moi c'est important de ne pas oublier les Caraïbes. J'ai immigré en 2009 au Canada. Je suis gouverneure de la Fondation Émergence qui a créé justement cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Actuellement, je suis coprésidente d'EGID, l'Alliance francophone internationale pour les libertés et la diversité, et présidente de Fierté Montréal, qui organise le festival que tout le monde connaît du 9 au 15 août. Merci. Troisième invité. Alors moi, c'est Fabrice Guéna, donc je suis montréalais. Ça fait 14 ans ce mois de mai que je vis à Montréal. Alors, je suis originaire du Cameroun, mais je suis né en Europe, en Suisse, africain, je m'identifie, africain, noir, voilà. Je travaille dans les assurances également depuis que je suis à Montréal, on va dire, depuis 13 ans à peu près. Et je suis gay et je suis membre de la communauté LGBT et militant, contre l'homophobie, contre le racisme, contre la transphobie, contre toutes les discriminations. Voilà. Merci à vous trois d'avoir vraiment accepté cette invitation-là. Effectivement, elle sert à parler de la Fondation Émergence, avec laquelle, je dois le dire, on est en collaboration, qui est avec nous pour cette émission-là. Fabrice a tout de suite, voilà, il est parti. Lui, oui, il a tout de suite mis, comme on dit, les pieds dans le plat, parce qu'effectivement, tous les trois, vous êtes membres, comme on dit, de la communauté LGBT. Je n'ai pas demandé à chacun ou à chacune qui il était exactement, qui et où elle était exactement, parce que je réservais ça pour plus tard. Mais bon, Fabrice a commencé en disant, bon, lui, il est gay. Je me tourne vers Esther. Moi, je représente la lettre L et j'utilise les pronoms she, elle, her. D'accord. Voilà. Et où, il faut que je le dise tout de suite, j'ai par rapport à ça, j'avouerais une forme d'ignorance. Et l'objectif de cette émission aussi est justement d'expliquer ça, parce que ce que tu viens de dire, j'utilise les lettres she, her. Les pronoms. Les pronoms, pardon. En fait, dans la communauté, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et qu'on encourage aussi la société entière à faire. Dans notre communauté, il y a des personnes non binaires qui utilisent les pronoms YEL,
they en anglais. Et il est important de ne pas mégenrer les personnes de la communauté. Donc, lorsqu'on se présente, en général, on dit le prénom et le pronom que nous utilisons pour nous représenter. Comme ça, on informe l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui est en face de nous pour dire, ben moi, j'utilise le pronom yel et je veux que tu utilises le pronom yel, ou une alternance entre le féminin et le masculin, puisqu'on sait que dans la langue française, la langue de Molière, le non-binaire est beaucoup plus difficile qu'en anglais. Donc, en général, il est toléré par les personnes non-binaires yel, et une alternance et pas uniquement focalisée sur le masculin, sur le genre masculin ou féminin uniquement. Alors, tout de suite, je mets un préalable, je dis déjà à celles et ceux qui nous écoutent et à vous qu'il peut arriver que je me trompe. Je vais demander votre indulgence parce que là, je vais... Oui. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, elle. Ouais, je veux dire, pour les deux qui se sont présentés, c'est ça. Exactement. Mais je veux dire que quelque part, il peut arriver que je me trompe. Troisième invité, Alicia. Pour moi, c'est elle. C'est une femme, c'est dame, c'est elle, c'est she, her. Moi, je représente la lettre T, qui est pour trans. Puis voilà. Donc, je dirais ça comment la table est mise. Donc, représentant de la communauté gay, représentant de la communauté lesbienne, représentant de la communauté trans. Il y a effectivement d'autres identités, il y a d'autres genres, mais pour le moment, on n'a que ces trois qui sont représentés. On va essayer de discuter. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, j'ai fait une erreur. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui, bien sûr, okay. Au contraire. Moi, je représente la lettre L en tant que personne, mais c'est sûr qu'avec les positions que j'ai dans la communauté, en tant que présidente, gouverneur ou coprésidente pour Égide, je représente toute une communauté. Toutes les communautés. Toute une communauté. D'accord. Je ne peux pas dire que je représente uniquement la communauté lesbienne, je représente toute la communauté. Et c'est important de le dire. C'est vrai que j'ai un parcours et mon cœur va beaucoup vers la communauté, ce qu'on appelle racisée, donc la communauté africaine, noire, caribéenne, arabes venant du Moyen-Orient et les autres, puisque ce sont les communautés les plus discriminées et les plus invisibilisées dans notre communauté de SLGBTQI+. Mais c'est important. Non, c'est important pour moi de dire que je représente tout le monde. Tout le monde. Mais ce soir, je comprends que je parle en tant que elle. Voilà, moi, c'est ça que, voilà. c'est ça que je voulais ajouter comme précision pour qu'on comprenne un peu les réalités, mais c'est important que tu le dises. J'ai dit tantôt, effectivement, qu'on éduquait, qu'on sensibilisait, du moins. On essaye à notre modeste niveau. Et on sait, justement, que dans la communauté afro, donc afro-caribéenne, afro-africaine, afro tout ce que vous voulez, mais globalement afro et racisé, mais là on va rester pour le moment afro, il y a encore beaucoup de discrimination, de tabous, de méconnaissance, d'ignorance, d'intolérance même vis-à-vis de la communauté LGBT. Et la première des questions qui me vient à l'esprit, et qui vient à l'esprit de tout le monde est par exemple, vous aujourd'hui, vous êtes assis autour de moi, donc vous vous assumez et vous avez fait ce qu'on appelle dans les communautés le coming out. Et je voudrais vous inviter, chacune, chacun, à nous parler un peu de ce coming out-là, parce que je pense que c'est l'une des étapes les plus importantes, si ce n'est la plus importante dans votre parcours individuel. Fabrice ? Mais moi, j'ai révélé mon homosexualité à ma famille. J'avais 22 ans, donc j'étais au Gabon, donc je suis originaire du Cameroun, mais j'étais au Gabon et c'est de là que j'ai éprouvé le besoin d'informer ma famille, c'est-à-dire ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a principalement élevée. Donc, principalement mes frères et sœurs. Donc, je leur ai écrit parce qu'on n'était pas dans le même pays pour leur dire, voilà, sachez que votre frère est gay et homosexuel. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai pas eu de problème. J'ai eu une acceptation
J'ai en fait 2 sœurs, un frère. Mes 2 sœurs, ça s'est assez bien passé. C'est mon frère qui a pris qui l'a reçu un peu froidement, mais sans brutalité aucune. Donc, je dirais que mon cas, globalement, est positif parce qu'il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a pas eu de déchirement familial. Mais je sais que je suis chanceux, je sais que pour la plupart des gens, c'est très, très difficile, parfois tragique. Il y en a qui sont exclus de la maison, et même encore aujourd'hui. Donc, mon coming out s'est très bien passé. Je sais que je suis privilégié. Mais justement, je veux rester sur ce privilège-là. Ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que la famille. Parce qu'il n'y a pas eu de rejet. Déjà, parce qu'il n'y a pas eu de rejet, parce que je suis resté le même Fabrice et on ne m'interrogeait plus. J'ai pas eu d'oppression, j'ai pas eu de rejet. Le rejet est la forme la plus violente qu'on puisse vivre après un coming out. Alors imaginez une famille africaine, vous annoncez à vos frères et sœurs que vous êtes gay et finalement, ça passe comme un non-événement. On peut dire que ça s'est bien passé. Car ailleurs, c'est des tragédies, c'est des déchirures. On se sent... Il y en a qui ont été exclus des familles. Donc oui, j'estime que ça s'est bien passé. Je vais revenir, on va revenir sur l'évolution tantôt. Je vais d'abord demander à Esther, elle de son côté, ce coming out, comment ça se fait, quand, comment? Moi, j'ai fait mon coming out très tard, comparé à Fabrice ou à d'autres personnes. Moi, je vais amener la religion dedans. En tant que personne noire, c'est sûr que dans les familles afro-caribéennes et noires, la religion est extrêmement importante dans toutes les familles, à un poids très, très important. Moi, je viens de la Martinique. Je suis née en métropole, mais je viens de la Martinique. Puis en Martinique, toi, tu es évangélique ou catholique, c'est très rare que tu sois athée. Donc moi, je suis tombée dans le déni, j'aime appeler ça comme ça. J'ai choisi d'être hétérosexuelle pendant des années. Et c'est quand j'ai immigré au Canada que j'avais beaucoup moins le poids familial. Parce que ma mère, qui n'est plus là maintenant, j'étais très proche de ma mère, mais ma mère, je me souviens, elle me disait à chaque fois je prie pour que tu trouves un homme, que tu te maries. J'avais ça, tout ce discours. Ma mère ne le faisait pas méchamment. Elle a grandi dans une... Aussi, nous sommes catholiques. Donc, elle a eu cette religion, cette éducation aussi. Donc, pour elle, elle connaissait que ça, malgré qu'elle avait des amis gays, mais ils étaient blancs, en fait. Et quand j'ai immigré pas au Québec, j'ai immigré à Vancouver. Et je suis toujours catholique, je crois en Dieu. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je suis bénévole à l'église Saint-Pierre-Apôtre qui se situe dans le village. Tu es toujours catholique? Oui. Ok. Oui, oui. Et je vais dans cette église qui accepte tout le monde, qui fait une messe pour le 17 mai. Il y a une chapelle aussi à l'intérieur pour les personnes qui ont péri avec le virus VIH, SIDA, etc. Puis c'est important pour moi de le dire qu'on peut s'accepter avec une orientation sexuelle différente tout en croyant en Dieu, quelle que soit la religion qu'on a ou si on croit en quelque chose de supérieur. Et quand je suis allée à l'église à Vancouver, j'ai rencontré une personne qui s'appelle James, avec qui je suis toujours en contact, qui m'a invité à boire un café. Et on est devenus très, très amis, très, très proches. Et il m'a dit... Léa, il faut que je te dise quelque chose, parce que je m'appelle Esther Léa, donc les personnes m'appelaient Léa. Je suis gay. Et en fait, moi, à cette époque-là, je n'étais toujours pas out, je n'avais pas fait mon coming out, ma sortie du placard, parce que j'avais du mal à m'accepter justement en tant que lesbienne
et catholique. Pour moi, ça n'allait pas ensemble. Les deux n'allaient pas ensemble, tout à fait. Moi, j'ai vécu avec une religion à l'ancienne très dure, où tu dois grandir, tout est genré. Tu dois te marier avec un homme, tu vas avoir une maison, tu vas avoir un van, tu vas avoir un chien, tu vas avoir 4 enfants, tu sais, tout est très bien structuré. Et de se sentir différente quand tu grandis comme ça, tu te dis, il y a quelque chose qui ne convient pas. Mais en même temps, tu n'as jamais vu de noir gay ou lesbienne. Moi, en France, à Paris, j'en ai jamais vu. Pourtant, les gay pride à Paris, je les ai toutes faites. J'ai vu peut-être des noirs en train de danser, mais c'est pas marqué sur le visage de quelqu'un, ton orientation sexuelle, en fait, finalement. Et c'est grâce à James que je me suis acceptée. Et ça, je le dis tout le temps, c'est important pour moi de le dire. C'est grâce à lui, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas de la même couleur que moi, mais qui était comme moi, qui croyait en Dieu, qui était catholique, et qui avait une orientation sexuelle différente de la société hétéronormative qu'on connaît. Et j'ai fait mon coming out dans la même année à ma mère, c'était en 2012, je crois. Ma mère est décédée en 2013, donc 2012, elle est décédée 1 an après. J'ai pas de très bonne relation avec mes sœurs, donc elles ne le savaient pas. Et en fait, ma mère, qui était merveilleuse, m'a répondu je le savais, et je l'ai toujours su. Puis là, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, j'ai attendu plus de 30 ans pour faire un coming out. Avec ma mère, elle réagit super bien. Là, je ne comprenais plus rien. J'étais là, oh, quel temps perdu. Je me dis, c'est pas possible. Puis, donc là, on a discuté. Puis, elle m'a demandé pourquoi, en fait, j'avais attendu autant de temps pour lui dire. Et elle était triste parce que j'avais une très bonne relation avec ma mère. On était très proches. Et elle ne comprenait pas que ça, jamais j'ai pu lui en parler alors qu'on était très proches. Et je lui dis, on est catholique. J'ai grandi catholique, tu m'as élevé catholique. La religion a été un déchirement aussi pour moi, à cause de ça, dans mon acceptation de moi en tant que personne lesbienne. Et elle m'a répondu, mais tu es une enfant de Dieu, puis Dieu aime tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, puis elle est décédée 1 an après. Lorsque je suis rentrée en France pour le décès de ma mère, donc là j'ai revu, c'était un temps où je n'étais pas bien avec mes sœurs, j'ai revu mes sœurs. Puis ma sœur aînée l'a deviné, j'ai rien dit, je riais. Oui, parce qu'en fait tu l'as dit à ta mère, mais pas à les autres membres de la famille. Non, parce qu'on n'est pas une famille très soudée, très proche. Tous mes amis le savaient, ma mère, puis c'est tout. Puis après elle est décédée. J'ai une sœur qui a dit qu'elle acceptait, puis après ça a été une catastrophe. Elle m'a écrit des messages horribles. Puis dans ces cas-là, je dis qu'il faut être patiente, parce que nous, on a eu un cheminement. Moi, j'ai eu un cheminement depuis 30 ans, puis elle arrive, c'est comme si je lui avais vomi mon orientation sexuelle. Donc au bout d'1 an, ça s'est un peu tassé. Là, ça va mieux, mais globalement, je dirais aussi un peu comme Fabrice. Ça c'est, on va dire quoi, plus ou moins bien passé. Pour moi, ça s'est très bien passé, puisque je suis catholique. Ouais. Et que la religion est très présente dans ma famille. Donc voilà. Je parle beaucoup, je m'excuse. Non, mais c'était important, d'en parler. Je me tourne vers Alicia. Dans ton cas, comment les choses se sont passées? Moi, je suis originaire du Burundi. Désolée, je trompe parce que c'est encore récent, mais moi, je suis originaire du Burundi. Je suis née là, puis j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans. À 5 ans, j'ai bougé pour aller au Sénégal, puisque mon père a eu un travail pour les ONG. Donc, on a dû quitter là. Quand j'ai découvert que j'étais différente bien avant, c'était pour moi, il y avait une crainte. Non seulement de 1, parce que je vivais dans un pays étranger, j'étais au Sénégal, un pays majoritairement musulman, et de 2, on est d'une famille catholique. Donc la pression, si je peux dire, de la société et de la religion était presque omniprésente en tout le temps, puis jusqu'à ce que j'étais même en école privée catholique. Donc c'est pour te dire. Dès que j'ai su que j'étais différente, j'ai jamais essayé de changer. Donc c'est sûr que c'était bien avant ma transition. Mais j'étais juste, comme les gens le disaient, ce jeune garçon
maniéré et flamboyant, comme les gens aiment si bien le dire, les gens qui me connaissent. Mais j'étais juste moi. J'étais ce petit garçon, entre guillemets, qui était soi-même et qui, voilà, donc ma féminité a toujours été présente, mais je ne comprenais pas en fait pourquoi j'étais différent de tous les garçons. Et je n'ai jamais osé le dire à mon père, connaissant sa position et vraiment avec la religion catholique. Et je me suis dit, si jamais j'osais le dire à mon père, je serais peut-être retourné au Burundi ou que je serais peut-être renié de la famille. Donc, je n'ai jamais pu vraiment le dire de moi-même, mais je me suis dit, si jamais ça arrive et qu'il me pose la question, je vais répondre avec affirmation. Mais je n'irai pas prendre les devants, puisque moi, je suis la première de la famille, l'aînée, donc j'avais vraiment cette pression par rapport qu'il y avait mes demi-frères et demi-sœurs qui me suivaient. Et ma mère est décédée quand j'avais 1 an et 10 mois, donc j'avais pas ma mère de mon côté, j'avais juste mon père, puis mon père s'était remarié. Donc pour moi, c'était le seul parent qui me restait, puis j'avais peur de le perdre, être séparé, donc j'ai préféré rester comme ça. On n'a jamais eu cette conversation. Pourtant, it was obvious. Tout le monde le savait. Dans le quartier, j'étais cet enfant qui dérangeait, cet enfant qui ne devait pas être associé à d'autres enfants, de peur que ces enfants deviennent comme moi. J'étais cet enfant qui était discriminé en presque tout le temps à l'école, qui avait de la difficulté à avoir des amis. Donc, j'ai toujours vécu dans une tristesse profonde, puis toujours en étant seule, donc marginalisée. C'est quelque chose que je connais depuis mon bas âge. Et j'ai jamais pu le dire jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Et dans ce temps-là, bon, moi, je me suis dit, je suis considérément un garçon, donc je suis attirée par d'autres garçons. Donc voilà, donc d'après Google, je suis une personne homosexuelle. Donc je me suis dit comme ça, je me dis, si on vient me poser la question, je dirais que je suis une personne homosexuelle, puisque je n'avais jamais eu de figure, ou j'avais jamais été amenée à rencontrer une personne trans auparavant et de comprendre que la dysphorie que je vivais depuis le bas âge, ça voulait dire ça en fait. Et j'ai laissé comme ça jusqu'à venir à Montréal. C'est à Montréal que vraiment j'ai pu m'émanciper, si je peux dire, parce que j'avais plus la pression de d'être en Afrique, la pression d'être sur le toit des parents. Donc là, je vivais vraiment ma vie. Je payais mes factures, mon loyer. Donc j'étais comme, OK, je suis une grande personne. Je vais faire mes choses. Mais j'étais vraiment présente ici. J'ai décidé de m'impliquer. Et c'est par après, en m'impliquant dans le communautaire, en rencontrant Lia, Fabrice et tout, que j'ai eu la chance de rencontrer une personne trans et que j'ai su, en fait, depuis le bas âge, toutes mes réponses, en fait, toutes mes questions étaient répondues. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps, parce que moi je suis une personne publique, je suis une personne out, je ne me cache pas, je m'assume. J'aime pas ce mot, mais là je suis pas I was myself. Non, I was myself. Voilà, j'étais moi. Et je pense que ça dérangeait énormément. Et on avait un groupe d'amis, on était les trois, toujours ensemble. Et pendant un moment, c'était comme ça. Et quand j'ai décidé d'entamer ma transition, je ne savais pas en fait comment j'allais lui dire la nouvelle. Mais ce que je ne savais pas, c'est que des personnes, me connaissant et connaissant la famille, avaient fait le travail pour moi et avaient pris toutes mes photos, puisque moi, c'était ouvert, je partageais, je n'avais rien à cacher. Donc, ils l'ont envoyé à la famille. Donc, ils avaient reçu les photos, les vidéos. Voilà. Et juste l'année passée, j'ai essayé de reprendre contact avec lui parce que j'avais besoin d'un temps pour cette transition, d'être sûr de ce que c'est quelque chose que je voulais, que personne ne pouvait vraiment venir me mettre les bâtons dans les roues, mais que je prenne cette décision et je la vive. Et quand j'étais prête à ce moment-là à pouvoir en parler avec lui, d'y aller. Et j'ai essayé de reprendre les contacts avec lui il y a 2 ans, 3 ans. Et on a commencé à se reparler depuis l'année passée. Et c'est différent par rapport à Fabrice et à Léa. Mon père était au courant, il avait reçu les photos, les vidéos, toute mon implication, tout ce que je faisais. Et j'ai fait mon coming out, mais ça a été par téléphone, mais je lui ai expliqué. J'ai essayé de l'expliquer depuis le début, depuis le bas âge, que j'ai grandi avec lui pour essayer de voir s'il avait compris quelque chose, s'il voyait que... Et l'année passée, il m'a renié et m'a banni de la famille.
et m'a demandé d'enlever son nom de famille juste pour respecter le nom de son père et de son grand-père. Et voilà, donc c'est une blessure qui est encore difficile pour moi à vivre, mais je connaissais un peu sa position face à la religion. Et voilà, donc là, je suis littéralement Alicia sans famille, un peu comme un Rémi sans famille. Mais voilà, j'ai une famille choisie, mais ça reste que le lien de sang n'est plus là. Je n'ai plus de contact avec mes demi-frères, demi-sœurs, ni avec mon père. Puis bon, voilà. Donc c'est la vie pour beaucoup de gens aussi, mais peut-être les gens n'en parlent pas parce que c'est quelque chose de très difficile à en parler comme ça dans des conversations. Ok, mes parents m'ont renié puis m'ont demandé d'enlever. C'est pas quelque chose que tu vas parler comme ça et avec tout le monde, mais que beaucoup de gens vivent avec dans le silence. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens ont peur de sortir du placard parce qu'ils ont peur du rejet. Moi, je suis peut-être très chanceuse que j'ai peut-être played safe parce que j'ai attendu d'être ici vraiment. Et il m'a ramené le sujet en disant comme quoi, c'est sûr que si j'étais en Afrique, jamais, tu vois, je n'aurais fait une transition où j'aurais été comme qui je suis aujourd'hui. Je lui ai dit que non, tôt ou tard, en chasse au naturel revient au galop. C'est sûr que tôt ou tard, ça aurait été, ça aurait arrivé à là. Mais voilà, donc c'est une tristesse profonde que je vis. Mais j'ai envie de dire, mais merci Alicia, j'ai envie de dire un peu comme Esther disait, que face à certaines situations, il faut juste laisser, comme dirait un autre, le temps au temps. Hein, c'est un peu ce que je pas. Rapidement, je sais que, du moins je sais, j'ai appris, la dysphorie, c'est cette espèce comment, là, je prends vraiment la définition de Google, hein, cette espèce de malaise qu'on ressent, c'est-à-dire on se dit, ok, c'est pas moi, ce qu'on voit physiquement, c'est pas moi, je suis, et qui crée beaucoup de troubles. Donc là, on voit trois situations, c'est-à-dire que avec Fabrice, où tout s'est, on va le dire comme ça, très bien passé. Avec Esther, c'est plutôt qu'est-ce que tu as attendu longtemps. Et puis avec Alicia, c'est plutôt une très très mauvaise réception. On va faire une petite pause, mais juste avant, je voudrais juste avant qu'on s'arrête sur un terme, parce que tous les deux l'avez utilisé, Alicia l'a utilisé différemment, l'acceptation de soi. Parce qu'avant le coming out donc, vers les autres, il y a d'abord l'acceptation de soi. Et c'est pour ça que je voulais revenir, on va essayer de le faire rapidement, Fabrice. Lorsque la famille le reçoit très bien, toi, déjà, tu as accepté que tu es comme ça. Comment se fait, à quel moment ou comment ça se manifeste? Je ne sais pas comment poser la question, mais le processus, entre guillemets, d'acceptation. Oui, je comprends. Sachant qu'on est globalement différent, hein, comme dit Esther, de la société hétéronormative qui est majoritaire. Oui, c'est sûr qu'étant en Afrique, puisque j'étais en Afrique, j'étais au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, c'est sûr qu'on n'a pas, surtout à l'époque, quand même, il n'y avait pas vraiment de modèle gay. Donc, le premier coming out, c'est avec soi-même déjà, hein, déjà, c'est-à-dire s'accepter tel qu'on est, déjà se questionner et comprendre qu'on est différent, et puis décider de vivre sa différence. Et c'est une fois donc c'est une fois que j'étais à l'aise avec moi-même. Et pour rejoindre ce que disait Esther tout à l'heure, elle, c'était le christianisme. Moi, c'est quand je me suis converti au bouddhisme, quand j'avais 24 ans. C'est le bouddhisme qui m'a amené à être moi-même et puis de faire le saut. Donc, c'était vraiment, sois toi-même, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, sois le meilleur Fabrice. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à être moi-même et puis à vouloir finalement dire à tout le monde qui je suis. Et puis c'est comme ça que j'ai informé ma famille. Donc la première démarche, c'est avec soi-même, tout seul. Tant que tu n'acceptes pas avec toi-même, tu n'es pas en harmonie, en sérénité avec toi-même, ben avec les autres, tu ne peux pas. Ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Et après, maintenant, tu veux le dire à tout le monde, tu veux être... voilà. Et puis c'est donc comme ça que je l'ai dit à ma famille, à mes frères et sœurs. Et puis, j'ai eu la chance qu'il n'y a pas eu de drame par rapport à ça. Mais comme je dis toujours, mon cas est un cas
exceptionnel, je ne peux pas le généraliser parce que pour 99% de personnes, c'est tragique, c'est dramatique, c'est... Donc, ouais. Surtout pour les personnes noires Oui, afro-caribéennes. oui, 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 Particulièrement, ouais. Particulièrement pour Oui, oui, les oui. personnes de notre communauté, c'est Oui, oui. quelque chose de Où la dramatique. religion Et est c'est très- rare où ça se passe bien. Tout à fait. Oui, oui, où Parce la... il faut ouais, juste mentionner quand même qu'on est, on est là, on est à Montréal, d'où on fait cette émission-là, mais il y a encore énormément de régions dans le monde, et je ne vais pas plus loin, tu parlais du Cameroun, je suis Camerounais moi aussi, et où on sait que, par exemple, au Cameroun, l'homosexualité est un délit. Délit donc qui est condamnable, c'est criminalisé. Donc il y a encore beaucoup de situations, et ça je ne cite que ce pays-là. Je préfère à la limite. Beaucoup de pays d'Afrique. Beaucoup de pays d'Afrique, Tu enlèves effectivement. l'Afrique du Sud, où tu peux te Ouais. marier, puis ça va être tout. Ça, c'est pas- D'ailleurs, Parce Cyril... que la Côte d'Ivoire, où c'est accepté, mais c'est tout. Mhm. Tous les autres pays africains, c'est soit tu fais de la prison, Ouais. soit tu es tué. Dans les autres, on fait aussi la charia. Ça veut dire que tu as aussi des activistes où on va les dénoncer. C'est ce que Alicia a vécu, parce qu'Alicia, elle n'a pas fait son coming out. On l'a outée avant Ouais, qu'elle fasse son effectivement, coming avant out. qu'elle-même Puis ça, le c'est fasse, grave, en puisque fait. ça, Parce qu'elle n'a pas choisi son moment pour pouvoir en parler. Est-ce qu'on le voit On comme l'a une fait. trahison, Alicia, le fait que les autres aient envoyé des photos, des vidéos? Est-ce que... Moi, oui. Moi, c'est sûr que j'aurais préféré, moi, le dire quand même, avant que les gens le disent, mais comme peut-être parce que moi, je ne me cache pas, je n'ai rien à me cacher, je m'assumais complètement. Donc, voilà, mes pages étaient ouvertes, mon profil Instagram était ouvert, donc c'est très facile. C'est comme un site internet, tu vas, tu pioches, puis maintenant, avec le screenshot qui est arrivé il y a quelques années, clac, WhatsApp, 2 secondes, voilà, c'est arrivé en Afrique, donc... c'est plus rapide que DHL. Donc voilà, donc je reçois avec confirmation de réception et là, et les gens l'ont fait pour moi et jusqu'à il y ait beaucoup de on-dit qui étaient fausses et voilà. Donc J'ai dit, oui, vas-y, tu voulais dire quelque Non, chose? je voulais profiter simplement de l'occasion pour dire qu'en ce moment, il y a une vague d'homophobie en Afrique. Hein. Il y a, C'est ce que je voulais dire aussi. il y a une Ouais. vague d'homophobie. Il y a une femme qui a eu un coup de couteau, oui, une histoire comme au ça, dos, tout le dos déchiré qu'on a dû recoudre. Il y a des trans qui ont été déshabillées, humiliées. Et puis il y a 2 trans camerounaises, 2 jeunes femmes camerounaises qui ont été condamnées aujourd'hui même, donc à 5 ans de prison ferme. Aujourd'hui. Shakiro, oui, Au oui, Cameroun. aujourd'hui, Ouais. Shakiro et puis Patricia, Patricia. aujourd'hui au Cameroun. Et pourtant, le Cameroun criminalise pour homosexualité, mais elles, on dit qu'on les condamne pour tentative d'homosexualité. Oui, il y a Pourquoi beaucoup de- tentative il y a Simplement, beaucoup de- ben, tentative, c'est absurde. Elles étaient en robe et puis on appelle ça tentative d'homosexualité. Ouais. Il y a ça aussi qui arrive. Ceci, je le dis, on en parle ici aujourd'hui. C'est aussi, on l'a dit, en Afrique, il y a encore énormément, et vous venez de prendre cet exemple-là, il y en a encore dans les Caraïbes où c'est encore tabou, mais même dans la société ici Oui, où nous sommes, oui. ça n'est pas non plus quelque Bien chose sûr. qui se vit très naturellement. On va faire cette petite pause et puis juste au retour, je veux justement on évoque ce que j'ai appelé tantôt l'évolution et on parlera aussi de votre implication. Vous avez entendu quand tantôt Esther a déroulé le CV et vous comprenez que voilà, il y a des choses. Donc on fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. It's how we doing it. It's that new Usher. 2010. Catch up. Yeah, man. Bangladesh, US, S-Dot. We don't stop. Yeah, man. She don't.
Toujours en compagnie d'Alicia Kazombika à ma droite, Esther Léa Ledoux à ma gauche et un peu plus à gauche, Fabrice Nguena. On parle de la journée contre la transphobie et l'homophobie, le 17 mai. Retenez bien cette date, et importante parce que tout le monde peut faire sa part, tout le monde peut contribuer à sensibiliser, à éduquer, à informer sur ces deux phobies que sont la transphobie et l'homophobie. C'est ce que nous essayons de faire ici dans cette édition un peu spéciale de Néo-Québec. On a une discussion sur la journée internationale contre la transphobie et l'homophobie. Oui. Et là, il est question, c'est comme si on est en train d'exclure. Tu m'exclus, mais c'est pas toi. Oui. La journée m'exclut, mais en fait, la journée... Mais tu comprends que ça, c'est un débat qui me dépasse. Là. Oui, oui, je comprends tout à fait. En fait, la journée a été créée avec homosexuel pour englober tout le monde. Ok. Sauf que tout le monde n'est pas homosexuel. Ok. Moi, la lettre L, lesbienne, c'est important. B, pour les bisexuels, c'est important. Et c'est important, mais on ne va pas revenir sur le nom de la journée, etc. Ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Mais c'est important quand même d'inclure tout le monde, je trouve, dans la communauté. Et de pas... Parce que tu as du racisme partout, tu as du racisme dans notre communauté. Donc dans la société, tu as du racisme. Dans la communauté de S, LGBTQ+, tu as du racisme. Voilà. Pourquoi je disais ça, je ne sais même plus. Non, parce qu'on avait mis ça de côté. Ben, puisque nous sommes en collaboration avec la Fondation Émergence, que c'est elle qui a créé la journée, et que tu en es gouverneur. Oui, je suis gouverneur de la Fondation Émergence depuis 2018. Voilà. Vous allez régler ça, et une fois que c'est réglé... Quand c'est connu comme ça à l'international, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va revenir. Le nom est comme ça, c'est connu dans le milieu anglophone comme IDAO. Et voilà, mais je pense que c'est important dans la tête de tout le monde, de garder qu'il y a des personnes lesbiennes, il y a des personnes queer, il y a des personnes non-binaires, il y a des personnes pansexuelles, il y a des personnes bisexuelles. Lesbienne, voilà. Je veux donc qu'on parle de cette... Je parlais tantôt d'évolution parce que, je l'ai dit en introduction, le coming out, une étape très importante. Une fois que c'est fait, on évolue dans la société, mais on a parlé tantôt de pays en Afrique, on a parlé des Caraïbes, mais on a dit même ici où nous vivons à Montréal, il y a encore énormément de problèmes. Et je veux qu'on aborde ces problèmes-là. Parce que s'il y a cette journée, c'est parce qu'il y a encore des problèmes. Mais lorsque vous avez fait ce coming out-là, je vais la poser comment la question de but en blanc. Est-ce que votre vie a changé? Vous vous êtes senti, ok, libéré, je vis. Comment ça a été? Comment la suite s'est passée pour chacune et chacun de vous? Oui, vas-y, parle en premier. Super. En fait, je vais prendre ta question à l'envers. Ok. Parce que dans notre société hétéronormée, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse un coming out. Mais on n'est pas obligé de faire un coming out. Moi, je ne suis pas obligée... Hétéronormé, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est parce que la norme, c'est l'hétérosexualité. C'est parce que la société considère l'hétérosexualité comme une norme. D'accord. Entre guillemets. Ok. Pour qu'on comprenne les Pour termes. que tout le monde comprenne. Mais personne n'est obligé de faire son coming out. Moi, je ne suis pas obligée. Rien m'oblige à le faire. Rien ne m'oblige à le dire non plus. Est-ce que toi, en tant que personne hétérosexuelle, tu es obligé de dire à tout le monde que tu es hétérosexuel? Tu es obligé de justifier, par exemple, ton orientation sexuelle à tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que j'ai grandi je suis né et on m'a dit c'est ça. Et peut-être que je mets maintenant les guillemets parce que c'est ça la norme. Oui, mais... Tu vois? Non, je dis juste comment... Oui, mais pour rebondir alors sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu te sens obligé de te justifier, et là je vais parler crûment, avec qui tu as une relation sexuelle? Non. Moi, je ne connais pas ta vie, mais à la rigueur, ça ne me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Alors que dans la communauté de LGBTQI+, le monde entier, hétéronormé entre guillemets, se sent comme un petit pouvoir de savoir avec qui on a une relation, quelle orientation, quel genre est la personne avec qui on a une relation et quelle lettre on est.
Mais on n'est pas obligé. Moi, je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que c'était important pour dire à ma mère, bah, tu n'auras pas d'homme à la maison, en fait. S'il y a quelqu'un dans ma vie et que je veux te présenter quelqu'un, elle va être du genre féminin. Donc, c'était important pour moi de le dire. C'était important pour aussi prévenir mes amis. Pourquoi? Parce que j'étais dans le déni, puis ils m'ont connu qu'avec des hommes avant. Donc, du jour au lendemain, ils ne vont pas comprendre. Tu comprends? Puis on est dans une société, il ne faut pas oublier, hétéronormée. Dans mon travail, est-ce que je le dis? Non, mais je ne suis pas obligée non plus. Mon travail, ils le savent. Ils savent que je suis présidente de Fierté Montréal, ils savent que je suis dans l'activisme, machin, etc. Mais ce n'est pas une obligation. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que les personnes comprennent on n'a aucune obligation de le faire. Si on le fait, c'est parce qu'on veut se battre, entre guillemets, aussi pour notre communauté. Moi, c'est comme ça que je le vois, pour notre communauté afro, noire, caribéenne. Pour dire, parce que moi, j'ai grandi... C'est une revendication. Un peu, parce que j'ai grandi, Fabrice l'a dit, Alicia, elle l'a dit aussi. On a grandi, on n'avait jamais vu de noirs comme nous. Et ça, c'est important, même nous, ici à Montréal, pour les familles d'immigrés, les enfants de familles d'immigrés, etc., de voir des personnes comme toi. C'est comme ça que tu arrives à t'identifier, c'est comme ça que tu arrives à mettre des mots sur quelque chose, sur ce que tu ressens, sur qui tu es, en fait. Si moi, en France, quand j'allais faire... parce que moi, je suis une party girl dans les boîtes de nuit, etc., et que j'avais vu une lesbienne noire, ben, ça se trouve, j'aurais fait mon coming out beaucoup plus tôt, parce que je me dis, ben, moi, j'ai vu quelqu'un, elle est comme moi. Dans cette boîte, j'ai vu une femme, elle est noire, puis elle aime les femmes. Mais jamais j'en ai vu. Pourquoi on le fait? Je vais rebondir sur la question, sur ce qu'a dit Esther. Pourquoi on fait son coming out? Ben, en fait, je répondrai. Au-delà de En fait, je dirais pourquoi moi je l'ai fait. Moi, je l'ai fait parce que j'étais bien avec moi-même, j'étais épanoui, j'étais heureux. Et je voulais le dire à tout le monde, de ma joie. Quand on est joyeux, en général, on veut dire sa joie au monde. Pareil aussi, quand on est malheureux aussi, ce qu'on projette aussi, c'est ça. Donc, je voulais ça et je suis... et puis, c'était un acte militant aussi. C'est vrai que ça remonte à très lointain, très long. J'avais 24 ans, donc... oui, ça fait très longtemps. Donc, je le fais pour moi. Et puis aussi pour que ça aide les autres. Donc depuis très longtemps, je suis bien avec moi-même et tout ce que je fais maintenant, c'est pour les autres. Donc même quand je dis je suis gay, je suis noir, c'est pour les autres, c'est pour encourager les autres, pour dire aux autres, c'est possible d'être noir, d'être gay, d'être heureux, d'être épanoui comme un hétéro. Moi, je ne vois pas de différence aujourd'hui entre moi qui suis gay et toi qui es hétéro sur le plan du bonheur. On se bat tous dans la société, mais parce que c'est sûr que moi, je me suis construit, ça a pris du temps, mais donc, ce que j'essaye de faire, c'est plus pour les autres. Donc, oui, c'est un acte militant, mais le premier... On va arriver sur le côté militant tantôt, parce que on va y arriver. Je reste encore sur l'évolution. C'est-à-dire que je comprends, et j'espère que vous comprenez aussi, que certains enfants, certains jeunes, surtout les jeunes, soient incapables de le dire du fait du poids de la société. Bien et ça, vous l'avez très bien exprimé tantôt. Mais je regarde... Et le poids de la religion. Et le poids de la société, le poids de la famille. Mais il y a quelque chose d'assez constant, plus ou moins, c'est que il y a au moins un membre de la famille ta maman qui te dit « je le savais ». Ou « pourquoi tu as mis tant de temps, je le savais, je le soupçonnais ». Est-ce que, dans le cas d'Alicia, il y a personne qui, à part les amis qui disent « bon, c'est Alicia », mais au niveau de la famille, bon, il y a le seul parent, il ne le voit pas. Est-ce que ce n'est pas aussi un déni de la part en l'occurrence de ton père? Est-ce que ce n'est pas un déni? Pour répondre à la question pourquoi mon coming out était important, moi je pense que quand j'ai découvert, quand j'ai eu mon premier amour à l'école secondaire et que j'avais 16 ans,
c'était encore plus difficile pour moi parce que non seulement je savais que j'étais attirée par les garçons, mais là, vraiment, quand l'amour prend le dessus, c'est plus difficile parce on est dans une crise d'adolescence, c'est difficile, le corps change, on change pas forcément de la façon où on veut. Puis après ça, tu rajoutes les relations amoureuses, puis la pression, comme je disais, de la société. Et je ne savais pas comment j'allais exprimer mon attirance, en fait, envers les garçons. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais présenté une fille à la maison ou parler des relations amoureuses, comme je peux dire, puisque c'est quand même assez tabou, surtout entre parents et enfants. C'est pas quelque chose qu'on discute, mais c'était encore plus important pour moi, je pense, maintenant, pour lui expliquer d'où ça vient et le mal-être, mais surtout lui montrer que ça n'a pas commencé ici, parce que j'ai émigré ici au Canada, mais que ça a commencé pendant que je grandissais avec lui tout le long, pour lui montrer en fait que tout ce qui s'est passé, c'était devant tes yeux. Peut-être, oui, comme tu le dis, c'est bien un déni, en quelque part. Et je n'ai pas entendu ses propos, il ne m'a pas parlé de ça. J'ai juste fait mon coming out pour moi, je pense, me libérer de tout ce poids que j'avais toutes ces années, toutes ces conversations que j'aurais voulu avoir en tant que peut-être enfants et parents, et qu'on n'a jamais eu la chance de s'asseoir et d'en discuter comme j'aurais souhaité, parce que c'est des sujets qui sont tabous et qu'on n'en parle pas. Donc, il y a un volet, parce que ça tourne là, il y a un volet que je voudrais qu'on aborde. Elle a plus ou moins effleuré, ça n'a pas effleuré, elle l'a dit. Vous êtes tous les trois des Noirs et on sait que dans la communauté LGBT, je reviens ici, je le dis parce que il y a un mot que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui était l'intersectionnalité. Donc, vous êtes déjà une minorité noire, vous êtes une minorité sexuelle ou genre. Je voudrais qu'on parle un peu de cette minorité, et ça rentre dans de cette intersectionnalité, ça rentre dans un peu l'évolution. Comment ça se passe à Montréal? Je sais que j'ai affaire à des présidentes, à des militants, mais vous décrirez le climat comment? Comment pouvez-vous décrire le climat des Noirs en général dans la communauté LGBT ici? Si je peux commencer, déjà la notion... Ouais. Je peux? Oui, bien sûr. Mais déjà, la notion d'intersectionnalité, en fait, c'est le croisement de plusieurs oppressions, voilà, qui se retrouvent à une intersection. Par exemple, pour nous qui sommes ici, il y a le racisme qui croise nos orientations, qui peut croiser le genre, qui peut croiser le statut social aussi, donc plusieurs oppressions qui se croisent. Alors, dans la communauté LGBT ici, parlant des Noirs, c'est sûr que les Montréalais noirs, c'est assez problématique parce qu'avant, il y avait une association Arc-en-Ciel d'Afrique qui existait. Donc, les Noirs pouvaient s'exprimer, s'épanouir. Lors du défilé, il y avait ce contingent avec 100 personnes afro-noires, majoritairement. Mais malheureusement, cette association s'est dissoute, donc il n'y a plus vraiment de regroupement. Donc c'est sûr que c'est assez problématique pour la communauté noire de Montréal, mais le combat reste présent parce qu'ils doivent lutter et contre l'homophobie, comme tout le monde, et lutter aussi contre le racisme. Donc, du fait de l'intersectionnalité des deux oppressions qui se regroupent. Parce qu'on a eu beaucoup cette image, je le dis pour avoir quand même discuté avec beaucoup de membres de la communauté LGBT, et venant surtout, soit des Caraïbes, soit d'Afrique, grosso modo racisés, c'est qu'ils et elles viennent de pays où c'est tabou, c'est des délits, comme on a dit, et ils viennent à Montréal, par exemple, où ils se disent « Ah, je suis dans un espace beaucoup plus sécuritaire,
J'ai par exemple le quartier, ce qu'on appelle le quartier gay, qui est le village. Je peux y aller, je suis en sécurité plutôt qu'à l'extérieur. Mais certaines histoires qui remontent nous laissent penser que ce n'est pas plus sécuritaire là-dedans qu'à l'extérieur. Est-ce que, par exemple, Alicia, dans ton cas, pas ton cas spécifique, mais par exemple dans la communauté trans, est-ce que c'est beaucoup plus difficile? Euh, oui, ça l'est. Ah, la transphobie, elle est là. Elle est encore plus dans la communauté LGBTQ. Puis, et c'est ça que en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas, puisque non seulement la vie dans la société dans laquelle on vit, mais encore plus dans la communauté LGBTQ. Pour moi, c'est comme vraiment difficile et pour beaucoup de mes consoeurs, ça l'est également. Donc voilà pourquoi elles sont généralement dans leur coin, entre elles, elles font leurs affaires, mais elles vont pas se regrouper avec le reste de la communauté puisqu'elles sont la plupart du temps, tout le temps marginalisées. Mhm. Et aussi, comme on disait tantôt, la transphobie, elle est là à Montréal. Moi, je la vis. Je la vis sur différents aspects. Je la vis pour l'accès à l'emploi, où je suis plusieurs fois refusée dû à ce que je suis une femme trans. L'accès à des soins, il y a beaucoup. Pour moi, je suis très contente parce que j'ai un médecin de famille qui me suit, donc c'est plus facile pour moi d'aller voir des spécialistes. Mais pour ces personnes, pour d'autres personnes, pour avoir accès à des soins ou quand elles vont à l'hôpital ou pour avoir au CLSC, elles sont confrontées à beaucoup de transphobie de la part du corps médical. Aussi, l'accès à un logement, pour moi aussi et pour beaucoup de mes consoeurs, c'est difficile. Elles le vivent en ce moment. Une femme trans, elle a difficulté d'aller trouver un appartement. Elles sont plusieurs fois refusées par le propriétaire parce qu'elles sont des femmes trans. Elles n'ont malheureusement pas le choix d'avoir des garants ou des co-signataires ou des gens qui vont chercher l'appartement pour elles, puisque par elles-mêmes, elles ne pourront pas. Parce que la plupart du temps, elles sont sur l'aide du gouvernement, l'aide sociale, elles ne travaillent pas. Donc, c'est un cercle vicieux où elles restent, puis c'est une spirale. Donc, c'est très difficile. Oui, nos droits sont acceptés, donc on ne va pas être emprisonné, on ne va pas avoir des amendes et tout, mais ça reste que dans la vie, dans le quotidien d'une femme trans, d'une personne trans, les obstacles sont là. Donc, ouais. Dans la communauté, je te dirais qu'en général, c'est très compliqué pour la communauté trans. Et après, pour la communauté noire aussi. Il y a une majorité, puis je ne dis pas ça pour critiquer tout le monde, mais les hommes cis gays qui ont du mal avec la diversité, qui ont du mal avec la différence, tout court. Donc c'est sûr que... cis-gay, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas? Alors, cis-gay, le mot cisgenre, donc si on prend le binaire masculin et féminin, une personne comme toi qui est née du genre masculin et qui se sent bien dans son enveloppe masculine est un homme cisgenre. Donc on ne va pas dire cisgenre, on va dire cis. Moi, je suis une femme cis. Je suis née femme avec le genre féminin et je suis le genre féminin et je suis bien avec mon genre féminin. Je suis une femme cis. Fabrice est un homme cis. Même si je suis gay. Donc, quand tu dis cis-gay, c'est par exemple des gens, quelqu'un comme Fabrice. Ok. Oui. Ok, non, c'est Par pour exemple. pour que je comprenne. Si je peux t'avoir pas coupé dans le fil de ce que tu disais. Non, non, pas du tout. Et ils ont du mal avec la différence. Après, quand je dis les hommes cis-gays, ça va être les hommes cis-gays blancs, surtout, qui ont du mal avec la différence, qui ont du mal avec la communauté trans. La même chose avec la communauté féminine. Les féministes blanches vont... je ne sais pas comment l'exprimer. Elles vont, au début, vont avoir plus de mal avec la communauté trans féminine. Beaucoup. Et vont faire beaucoup de discrimination envers nos femmes trans. Donc après, tu rajoutes la couleur, les origines. Et donc là vient l'intersectionnalité, comme expliquait Fabrice, qui est différentes discriminations englobées les unes aux autres. Nous, en tant que femmes, avec Alicia, c'est une discrimination de plus par rapport à Fabrice, par exemple.
Je te dirais que dans la communauté, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on se montre. Et que moi, par exemple, je suis une personne, je vais beaucoup dans le village. Parce que je trouve que c'est important aussi qu'on se réapproprie des endroits et qu'on le partage. On ne demande pas à ce que ce lieu devienne entièrement à nous, mais on a droit d'y aller, on a droit d'y être, on a droit de le revendiquer aussi, tu vois. Donc ouais, ça prend du temps dans la tête de certaines personnes. Il y en a qui évoluent plus que d'autres. C'est ça. Est-ce que, abordons la dernière partie, est-ce qu'un gay noir, est-ce qu'une lesbienne noire, est-ce qu'une trans noire peuvent vivre leur vie sans nécessairement militer, sans devenir militant? Oui. Pourquoi vous êtes militant, militante? Moi, j'ai décidé de le faire. J'ai commencé quand je suis arrivée à Montréal avec le Gris Montréal. Le Gris Montréal, c'est une super association, je ne sais pas si c'est très connu, si tu la connais. Je connais. Qui va dans les écoles justement pour démystifier l'homophobie et maintenant la transphobie. Et pour moi, c'était important d'y aller justement pour aller rencontrer nos jeunes noirs, nos jeunes caribéens, afro. Parce que même si on vient de familles différentes, on a toutes et tous le même background. Nous sommes des noirs qui venons de familles très religieuses, quelle que soit la religion. Et donc, on sait pertinemment qu'on a déjà entendu chez nous, les Noirs, l'homophobie, enfin, l'homosexualité, ça n'existe pas, c'est une maladie de blanc, des choses comme ça, ou la Bible, tel verset a dit que, etc. Donc, moi, je suis rentrée dans le Gris justement pour être bénévole. Et quand tu fais ta présentation au Gris, tu as une petite présentation de 5 minutes où tu dis ton prénom, ton orientation sexuelle, ton âge, ce que tu fais, tes passions, etc. Puis moi, mes présentations, c'était mon prénom, mon âge, je suis lesbienne, je suis catholique. Donc quand je voyais dans les classes toutes les petites filles ou les petits garçons noirs qui avaient les yeux grands ouverts, qui me regardaient, et dans ma tête, je me dis, donc tu vas me poser une question avec un argument que dans la religion, ça n'existe pas, mais moi, je suis en face de toi. Je suis une lesbienne catholique. Tu ne peux pas dire que j'existe pas, je suis en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, toi, forcément, en plus des enfants, ils vont reprendre ce que leurs parents leur ont dit, rabâché, etc. Donc, ils ne peuvent pas m'invalider, je suis assise en face d'eux. Ils ne peuvent pas dire, ah oui, mais ça n'existe pas, en fait, dans la religion. Ben, moi, je vais à l'église tous les dimanches. Ma mère est catholique, je suis catholique. Et je suis une lesbienne. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et je l'ai fait déjà pour ça, donc pour montrer, avoir beaucoup plus de visibilité, chose que moi j'ai manqué quand j'étais jeune. Il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas d'exemple. Il n'y en avait pas. Tout exactement. Et je pense que ça aurait changé la vie de beaucoup d'entre nous si on avait pu se reconnaître, même dans des grands films comme L-Word, etc. T'as pas de noir dans le film. La noire qu'ils vont prendre, c'est une personne qui est métisse. Elle est noire. Mais il faut mettre des noirs dans les films aussi. Il faut qu'on se reconnaisse. Il faut qu'on se dise, ah, j'ai vu dans ce film-là, qui est lesbien, une personne trans. J'ai vu une personne noire, j'ai vu une personne d'origine asiatique, arabe. Il faut qu'on puisse s'identifier, c'est important pour la construction de soi-même. Surtout lorsqu'on grandit puis on se dit, moi je pense que je ne suis pas comme ma voisine, tu vois. Et je l'ai fait aussi pour le racisme, parce que mine de rien, dans notre communauté, le racisme est extrêmement présent. Les personnes noires sur les sites de rencontres souffrent beaucoup de, je ne me souviens plus du mot, mais d'exotisme, fétichisme par rapport à la personne noire pour les relations sexuelles. Puis ça, il faut vraiment le démystifier, mais c'est sûr qu'il faut aussi avoir une relève. Il faut que les personnes... Relève au niveau militant, c'est ça? Oui, une personne... ça fait longtemps que moi j'y suis, je ne sais pas, Fabrice aussi. Ouais. C'est vrai qu'il faut aussi une relève... on ne va pas être là pendant 20-30 ans. Il faut que les jeunes aussi
et l'envie, il y en a plein. Il y a le militantisme d'Alicia que j'aime beaucoup pour l'avoir écoutée parce qu'elle a dit une chose en disant je vis du moins je pratique mon militantisme en vivant, en étant ce que je suis. C'est pas, elle lève pas le bras et tout, mais voilà, je suis Alicia. Mais dont je veux que tu nous expliques un peu ça. Mais au-delà de ça, tu as ajouté une chose aussi qui m'a frappé, c'est par exemple par rapport aux dernières marches qu'il y a eu à Montréal sur le Black Lives Matter, où tu as dit que tu ne t'es pas senti concerné. J'ai lu quelques commentaires de gens qui n'ont pas compris ce que tu voulais dire. Mais déjà, cette façon de dire que ton militantisme, ben, c'est d'être toi. Est-ce que tu nous en dis plus, comme dirait quelqu'un? Oui, donc c'était au podcast de Fabrice Phil. Il m'avait demandé quelle était ma forme de militantisme. Et je l'avais dit que pour moi, au quotidien, c'est le fait d'être Alicia, cette femme trans noire dans la place publique, dans la société, et de vraiment être présente le plus possible dans tous les événements. Et je pense que encore plus dans les événements de la communauté africaine. Moi, je me rappelle, bien avant ma transition, même je vois que mon militantisme était là, parce que c'était pour moi important que je sois là dans ces événements africains, et je voyais que notre présence dérangeait énormément. Il y avait un malaise. Et ça, peut-être je ne réalisais pas, mais tu sais, dans ce temps-là, on avait 23 ans, 24 ans, c'était comme, OK, donc nous, allez, on s'en va, on va déclarer. Donc c'était notre mouvement, la déclarade. Mais après, à ce moment, on ne voyait pas que c'était une forme de militantisme, on montrait que nous avions droit à notre place dans ces espaces africains, dans tous ces événements qui étaient créés par les associations africaines, par tous ces Africains, et on devait être là. Et là, je trouve qu'encore plus, en tant que femme trans, puisque j'en vois rarement dans ces espaces où il y a tout le temps des Africains, donc là encore, je vois que mon militantisme, il est au quotidien. Parce que je me suis dit, ah, OK, après, Massi m'a dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'étais comme, non, mon militantisme, Alicia, il est au quotidien. C'est le fait d'être toi à tous les jours. Donc, oui. Non, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté. Et je signale parce que peut-être je n'en ai pas parlé. C'est au niveau de ta coiffure, parce que tu as participé, oui, parce que là on te voit avec cette coiffure-là, mais tu as participé à le camp, voilà, qui est. Bah, je te laisse nous dire ce que c'est et pourquoi tu l'as fait. C'est un organisme qui vient en aide aux familles des enfants qui sont atteints du cancer. Et il y avait une première cohorte et c'est pour ramasser de l'argent. L'objectif était 200 000 $. Et c'était pour les enfants atteints du cancer. Donc, ils viennent en aide aux familles des enfants atteints du cancer, donc c'est le cancer pédiatrique. Et on doit ramasser de l'argent pour aider ces familles-là. Et en même temps, il fallait se raser les cheveux au complet pour vraiment sensibiliser et vraiment soutenir ces enfants-là qui, malheureusement, eux, perdent les cheveux par la chimiothérapie et par le cancer. Et c'est là où, le 28 mars, j'ai rasé les cheveux au complet, j'ai ramassé de l'argent pour les enfants atteints du cancer. Rappelons, ce sont des femmes, c'est à des femmes hein, qu'on demande de se raser complètement la tête. C'est une première cohorte avec comme marraine Marimé, la chanteuse Marimé. Puis voilà, dans ces 10 femmes de 10 endroits, différents secteurs, et on les a regroupées. Donc c'est la première cohorte. Puis le camp existe depuis plus d'une 40aine d'années. Donc c'était pour eux une forme de vraiment montrer et vraiment sensibiliser les gens sur le cancer, puis en fait faire connaître aussi les gens qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Alors quand on vient te chercher, je reste dans le militantisme et la visibilité, quand on vient te chercher comme ça, en te disant, OK Alicia, on a besoin que tu participes à cette initiative-là, est-ce que tu y as vu une reconnaissance de qui tu es, de la communauté que tu représentes? Ou c'était tout simplement, bah, c'est moi Alicia, puis basta? Je pense qu'ils m'ont découvert avec le magazine Véro, comme j'ai fait la couverture, puis en tant que des 11 femmes influentes du Québec, plus dans mon secteur, aussi dans le militantisme, donc c'est comme ça qu'ils m'ont connue.
Et voilà, donc c'est sûr qu'au début, j'ai dit non. Parce que pour moi, ça me ramenait à mes traumas du passé où on me demandait de me raser les cheveux au mois, si ce n'est pas maximum quand je poussais aux 2 mois. Et voilà, donc je ne voulais pas revenir à ces traumas du passé, mais en y réfléchissant, je trouvais ça un peu égoïste et je me suis dit, ces enfants-là, eux, ils ne le choisissent pas, ils perdent leur... Non, ils non, perdent leur- vas-y, ils je, perdent- je, ils je perdent- ramène juste, on l'a là dans hein. Vas-y, continue à parler, c'est juste que je veux c'est ça. montrer Donc, aux gens quelle était ta tête avant, vas-y. voilà, Mhm. voilà. Et à ce moment-là, j'ai dit que c'était pour moi c'est égoïste, puisque ça me permettrait, je pense, à apporter une autre forme de militantisme pour montrer que finalement les cheveux ne définissent pas pour autant la féminité de la femme, mais en même temps c'était aussi pour montrer un exemple à d'autres personnes et surtout dans la communauté que... Ouais, c'est toi. Ouais, non, non, vas-y. merci, c'est donc juste- c'est ça. Merci de me faire, merci Jenny Oh là de nous là. faire un gros plan là sur Continuez. Alicia avec sa Ok. coupe d'avant. Voilà. Mais voilà, non, non, j'ai interrompu Donc, juste c'est pour, pas mal pour ça. dire ça, c'est ça. Oui, Donc, mon militantisme, en fait, il est sur différentes Il est là. formes. Puis, il continuera toujours. Je continuerai toujours à être présente et encore plus dans les espaces noirs. C'est ça qui est très qui est important. très important. Ouais. Avant qu'on on ne s'installe, Fabrice était en train de dire oui, ça fait... On a donné, Esther vient de dire oui, ça fait des années qu'on est là. Vous avez peur qu'il n'y ait pas de relève du militantisme LGBT noir à Montréal, Fabrice? Ben, je voudrais déjà revenir sur la précédente question. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être militant? Militant, oui. En tant que noir et LGBT, ben, on voit déjà qu'il y a très peu de personnes qui s'assument déjà, qui s'assument, qui s'affichent publiquement sur les réseaux sociaux, très très peu. Alors donc le peu qui reste, nous qui sommes là, en tout cas pour ma part, je parle pour moi c'est un devoir de m'assumer. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le privilège que ça s'est très bien passé pour moi. Mon coming out, la suite, la famille, chez moi, dans ma famille, j'ai aucun problème. Alors, je le fais beaucoup plus pour les autres. Donc, oui, j'ai pas le choix. Je dis, je le fais pour les autres, car très peu de personnes y vont. Donc, moi, c'est... Et la lutte contre l'homophobie, la transphobie m'a amené aujourd'hui à la lutte contre le racisme et toutes les autres discriminations. Donc je suis aujourd'hui dans cette mouvance-là de lutte. On a parlé de l'intersectionnalité, hein, donc en fait où toutes ces discriminations se rejoignent. Donc je vais autant défendre la femme musulmane qui porte un voile qu'une femme, et pourtant, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que ça part de mon propre combat pour être sensible au combat des autres. Donc, oui, je n'ai pas le choix. Et à Montréal aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, peut-être 80% des gays ne sont pas out, entre guillemets. Certains continuent de vivre comme ils vivaient en Afrique. Certains même se marient à des femmes et vivent comme un couple hétéronormal, et pourtant, on les voit sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ah oui, plein à Montréal en tout cas, mais en Occident. Donc, il y a très peu qui vont vraiment s'assumer, et c'est pour ça que je fais partie de la minorité qui va s'assumer. Et sur mon Facebook, je le mets, je suis noir, je suis gay, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres, pour dire c'est possible, ça existe, et surtout pour la jeune génération, ceux qui ont 20 ans, et donc... mais justement, je veux qu'on termine avec ça, il nous reste vraiment très peu de temps, chacune va faire un peu court. D'accord. On a dit oui, c'est dans le cadre de la journée, 2 minutes seulement, de la transphobie, lutte contre la transphobie et l'homophobie. Quel est le message que vous enverrez à des parents ou à... Oui, je vais dire des parents parce que je pense à des plus jeunes.
par rapport à leurs enfants, au vu de vos expériences, qu'est-ce que vous leur direz? Et même peut-être un mot au reste de la communauté par rapport à cette transphobie, cette homophobie qu'il y a encore dans les communautés afro. Esther? Je dirais qu'il faudrait se documenter, s'instruire sur la différence, parce que finalement, ce sont des personnes qui vont se déplacer pour Black Lives Matter, mais ils font exactement la même chose à une personne de leur couleur, mais qui a juste une orientation sexuelle différente. Donc pour moi, c'est une discrimination qu'ils font contre quelqu'un comme eux. Donc déjà de se renseigner et surtout, je dirais aux parents, d'écouter, d'apprendre, mais d'accepter, de toujours rester dans l'amour, parce que leur enfant, il ne va pas changer en fait. Leur enfant ne change pas, c'est juste la personne que leur enfant va aimer qui va changer de ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais pas leur enfant. Fabrice? C'est ça, s'informer, s'ouvrir, et surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même des modèles, même si c'est ailleurs. On peut regarder les Afro-Américains, on peut regarder des Noirs qui s'assument, on peut trouver des modèles. Donc, parce que comme a dit Esther, hein, lutter contre le racisme, c'est bien, mais si on lutte contre le racisme et qu'on ne lutte pas contre l'homophobie, la transphobie et tout ça, pour moi, c'est zéro. On doit lutter contre toutes les discriminations en même temps. Il n'y a pas une discrimination qui est plus grave que l'autre. C'est faux de croire que le racisme est plus grave que la transphobie, est plus grave que l'homophobie ou l'islamophobie. Ça fait le même mal, ça fait les mêmes dommages. Donc, luttons contre toutes ces discriminations ensemble et de façon collective. Voilà. Alicia, je finis avec toi. Ils ont Je termine tout avec dit. toi. Ils ont tout dit. Ta conclusion, c'est ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Merci, vraiment, je vous remercie énormément de vous être servi de moi, je dirais ça comme ça, comme canal, pour que ce message-là continue à passer, à être entendu, que les gens s'informent, que les gens s'éduquent. On l'a dit, c'est la journée internationale contre la transphobie et l'homophobie, et elles existent énormément dans les communautés afro. Nous avons essayé de faire notre petite part, modeste peut-être, mais chacun doit faire sa part. C'est ce que nous avons essayé de faire ici aujourd'hui. Merci Fabrice Nguena, merci vraiment de tout ce que tu nous as dit. Merci Esther, Léa Ledoux. Je sais qu'on aurait encore pu rester 1 ou 2 heures, mais ce n'était qu'une première. Hein. Donc on va se revoir. Cyril. Voilà. Merci, Puis merci Alicia Kazobika. Merci vraiment pour le partage et pour ce que, je ne dirais pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Je te remercie. Merci de nous suivre. Allez vous intéresser, allez vous informer. Et puis, allez-y, écrivez. Puis, dans quelques temps, on va peut-être en reparler encore. Merci à la Fondation Émergence qui nous a accompagnés pour cette émission. À la prochaine. Merci à la Fondation Émergence.
Il y a le militantisme d'Alicia que j'aime beaucoup pour l'avoir écoutée parce qu'elle a dit une chose en disant du moins, je pratique mon militantisme en vivant, en étant ce que je suis. C'est pas, elle lève pas le bras et tout, mais voilà, je suis Alicia. Mais donc je veux que tu nous expliques un peu ça. Mais au-delà de ça, tu as ajouté une chose aussi qui m'a frappé, c'est par exemple par rapport aux dernières marches qu'il y a eu à Montréal sur le Black Lives Matter, où tu as dit que tu ne t'es pas senti concerné. J'ai lu quelques commentaires de gens qui n'ont pas compris ce que tu voulais dire. Mais déjà, cette façon de dire que ton militantisme, ben, c'est d'être toi. Est-ce que tu nous en dis plus, comme dirait quelqu'un? Oui, donc c'était au podcast de Fabrice Phil. Il m'avait demandé quelle était ma forme de militantisme. Et je l'avais dit que pour moi, elle est au quotidien. C'est le fait d'être Alicia, cette femme trans noire dans la place publique, dans la société, et de vraiment être présente le plus possible dans tous les événements. Et je pense que encore plus dans les événements de la communauté africaine. Moi, je me rappelle, bien avant ma transition, même je vois que mon militantisme était là, parce que c'était pour moi important que je sois là dans ces événements africains, et je voyais que notre présence dérangeait énormément. Il y avait un malaise. Et ça, peut-être je réalisais pas, mais tu sais, dans ce temps-là, on avait 23 ans, 24 ans, c'était comme, OK, donc nous, allez, on s'en va, on va déclarer. Donc c'était notre mouvement, la déclarade. Mais après, à ce moment, on voyait pas que c'était une forme de militantisme, on montrait que nous avions droit à notre place dans ces espaces africains, dans tous ces événements qui étaient créés par les associations africaines, par tous ces Africains, et on devait être là. Et là, je trouve qu'encore plus, en tant que femme trans, puisque j'en vois rarement dans ces espaces où il y a tout le temps les Africains, donc là encore, je vois que mon militantisme, il est au quotidien. Parce que je me suis dit, OK, après, Massi m'a dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'étais comme, non, mon militantisme, Alicia, il est au quotidien. C'est le fait d'être toi à tous les jours. Donc oui.